ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le médiateur de la République a remis cet après-midi son rapport 2014 au président de la République. Les documents révèlent la non-application de certaines décisions de justice. Pour ce faire, le médiateur demande l'implication personnelle du président de la République. 21 emprisonnements fermes, 14 avec sursis, 11 peines de mort, des acquittements. Voilà quelques chiffres du verdict de la première session de la Cour d'assises de Bamako qui a pris fin aujourd'hui. 9e jour du Ramadan, à la faveur de ce mois béni, les petits métiers se créent. Mais attention, les prix de certains produits très sollicités augmentent. Notre reporter Salimata Daou a fait le tour de quelques marchés de la capitale. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé cet après-midi une audience à la présidente directrice générale du TBA, une société chinoise spécialisée dans le domaine de l'énergie. Madame Wu Wei est venue échanger avec le chef de l'État sur le projet qu'elle entend mettre en œuvre au Mali. La finalité est de contribuer à rehausser les taux d'accès à l'électricité dans notre pays. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. Je suis très honoré d'avoir une audience avec Monsieur le Président. Tout d'abord, la félicitation pour la signature de l'accord de signer du Nord. Donc c'est une très très bonne chose. C'est un grand pas pour le développement économique de la République du Mali. Nous sommes le groupe TBA, une entreprise chinoise qui travaille dans le domaine de l'énergie électrique. Donc, TBA est un groupe qui fournit les solutions et services pour les projets clairement d'énergie électrique du monde. TBA a 4 activités principales: distribution et transmission d'énergie, énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire, et aussi aluminium électronique de haute pureté. La dernière activité, c'est que les mines de charbon on utilise pour la production d'électricité. Nous avons une volonté très forte d'amener les expériences riches et technologies de pointe et aussi des équipements de qualité au Mali. Notre projet, c'est travailler avec le ministère de l'énergie. Ce projet de renforcement des postes autour de Bamako et la réalisation de la liaison 225 kV de Sanakopa à Dialakopougou. Il s'agit de 3 postes à Bamako, poste de Palingué, Lafia et Kanapakoro. Et c'est un projet vital, capital. Donc ce projet sera résoudre des problèmes de coupure de courant dans la région de Bamako et il va alimenter aussi la nouvelle zone industrielle de Dialakopougou. Cela va attirer beaucoup d'investissements, va créer des emplois, il va relancer l'économie pour le Mali. Je vous le disais tout à l'heure, le médiateur de la République a remis cet après-midi son rapport 2014 au président de la République. Au cours de cet exercice, il a traité 260 dossiers et réclamations, 284 interpellations. Il a aussi noté dans ce rapport l'apparition de façon récurrente de la non-application donc des décisions de justice. C'est fort de ce constat que le médiateur a demandé l'implication du président de la République. Nous y reviendrons avec notre reporter Modibo Mariko dans cette édition. Et puis le gouvernement de la République du Mali dit avoir appris avec consternation les attaques terroristes perpétrées ce vendredi 26 juin 2015 en Tunisie, en France et au
Koweït ayant causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes et a fait près de 300 blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces attaques barbares injustifiées et des terroristes et saisit cette triste occasion pour adresser ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tunisien, français et koweïtien, ainsi qu'aux familles durement éprouvées des victimes. Le gouvernement de la République du Mali, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, exprime au gouvernement et peuple tunisien, français et koweïtien affligé sa profonde sympathie et sa constante solidarité dans leur implacable lutte implacable contre le terrorisme. On parlera de ces attentats en images avec Sidiki Dambélé au cours de cette édition. Les députés viennent d'adopter plusieurs projets de loi relatifs à la ratification de l'accord de financement du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique du Sahel et la création d'un projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'élevage et de la pêche. Compte rendu, Kessira Emmanuel Dambélé. À l'unanimité, les députés ont adopté le projet de texte créant la cellule de coordination de la lutte contre les mouches tsetse et les trypanosomiases animales, cette maladie grave qui affecte l'homme, le bétail et la faune sauvage et qui se retrouve dans toute la région de Sikasso et dans de grandes parties des premières, deuxième et quatrième régions. La structure qui sera financée par le budget national va coordonner et appuyer la mise en œuvre des activités de lutte des trypanosomiases et leurs vecteurs avec comme résultat attendu la libération durable du territoire national. Les députés ont souhaité que l'activité de cette cellule s'étende à l'ensemble du territoire et que les bénéficiaires soient impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les élus de la nation ont aussi bien compris le bien fondé du projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'élevage et de la pêche quand ils ont adopté à l'unanimité l'ordonnance le créant. Ce projet du ministère du Développement rural a pour mission de contribuer à améliorer la gouvernance des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Le dernier projet de texte adopté par les élus de la nation est relatif au financement du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Devant couvrir l'ensemble du territoire national, ce projet vise globalement à accélérer la transition démographique et à réaliser des objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique. Le financement en jeu dépasse les 24 milliards et demi de francs CFA. Les femmes et les adolescentes seront les principales bénéficiaires. Nous sommes à mesure de vous proposer cet élément. Le médiateur de la République a remis cet après-midi son rapport 2014 au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cet exercice, il a traité 260 dossiers de réclamation, 284 interpellations. Il est aussi à noter dans ce rapport l'apparition de façon récurrente de la non-exécution des décisions de justice. C'est fort de ce constat que le médiateur a demandé l'implication du président de la République. Compte rendu, Modibo Mariko. Chez les médiateurs de la République, les années passent et se ressemblent au vu de l'éventail des interpellations adressées à la structure qui ne change ni de nature, de nombre, encore moins de diversité. Pour l'année 2014, tout comme les années précédentes, les usagers des structures publiques du Mali n'ont pas bénéficié de façon satisfaisante des services qu'ils attendent des structures de l'État, en cause des dysfonctionnements multiples. Et parmi les griefs retenus par les usagers, on peut noter la mauvaise qualité de l'accueil et l'incompréhension entre eux et les agents. Il y a aussi la mauvaise connaissance des lois et règlements dus, selon les rapports, à l'analphabétisme de la majorité de nos concitoyens et l'insuffisance, sinon l'absence totale de l'esprit des services publics. Ces indicateurs, il y en a d'autres, sous-tendent un dysfonctionnement récurrent des administrations publiques et signent donc les aspects de mauvaise gouvernance régulièrement dénoncés dans les interpellations lors des sessions de l'EID. L'état d'esprit des services publics, nonobstant des exceptions qui n'en font que confirmer la règle, doit changer par rapport à l'attente légitime des citoyens qui sont des usagers de ces services. Les agents des services publics doivent s'astreindre à l'esprit de service public. Leur crédibilité et leur légitimité en dépendent. Pour porter ces griefs acquis des droits, les différents services de médiateurs, aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays, ont fait l'objet de saisines de 1078 personnes. Au final, le médiateur a traité 260 dossiers de réclamation
et 280 d'interpellations. Concernant les 260 dossiers de réclamation examinés, 181, soit plus de 69%, ont été entièrement traités et clôturés. Les 79 restants sont soit en phase d'instruction, soit en attente de complément d'information. Ces dossiers concernent divers domaines de compétences gouvernementales, parmi lesquels 3 émergent nettement. Ce sont la gestion domaniale et foncière, la justice et la protection sociale. Monsieur le Président, l'an dernier, dans la présentation que je faisais des activités du médiateur au titre de 2012-2013, je me faisais l'écho de profondes inquiétudes qui occupent l'esprit de nombre de nos compatriotes en ce qui concerne les problèmes fonciers auxquels ils sont confrontés. Je soulignais aussi la nécessité d'une vigoureuse action publique pour une plus grande justice et équité dans ce domaine. À cet égard, vous-même, Monsieur le Président, vous aviez déjà instruit au gouvernement d'agir en conséquence. En 2014, bien que les réclamations en matière foncière restent importantes, nous avons pu noter un début de changement de comportement chez divers acteurs opérant dans ce domaine, changement à notre avis dû en grande partie à une intervention résolue, lucide et courageuse de l'autorité gouvernementale. Ce début nous paraît bien plein de promesses. Des promesses dont nous souhaitons une réalisation complète, car elles seraient de nature à contribuer non seulement à une baisse de tension sociale dans ce domaine, mais aussi au crédit que l'honnête citoyen peut faire à l'état de droit. Autre similitude du rapport avec les précédents, l'apparition de façon récurrente de la catégorie d'infraction appelée la non-exécution des décisions de justice. Monsieur le Président, permettez-moi ici de relever, entre autres, 2 cas dont le médiateur de la République est saisi et où l'État, à travers ses démembrements, se trouve justement interpellé. Le premier cas s'apparente à un usage abusif de l'autorité de l'État. L'affaire oppose la mairie d'une commune du district de Bamako à un tiers. Une décision de justice prise au niveau de la Cour suprême ayant tranché en faveur du tiers se heurte à une non-exécution systématique de la part de la mairie concernée, et cela dure depuis plus de nombreuses années. Le deuxième cas illustre la création, par une décision administrative, d'un droit qui contredit l'intérêt général et dont une décision de justice rend l'application problématique. En effet, basée sur le non-respect de la vocation d'une zone d'habitation, cette décision administrative crée un droit reconnu à un important opérateur économique de la place à y construire une usine, alors même que les populations résidentes s'y opposent. Interpellé dans le cadre de l'EID, le gouvernement a reconnu publiquement la vocation de la zone d'habitation. Successivement, les ministres concernés par le dossier ont pris et renouvelé à plusieurs reprises l'engagement public à faire justice à l'attente des populations concernées. À ce jour, la situation n'est toujours pas résolue. Et le médiateur de la République de proposer une intervention du président de la République pour faire bouger les lignes. La réponse d'Ibrahim Boubacar Keïta est on n'est plus claire. Vous avez sollicité, en désespoir de cause, notre intervention directe. Pas en désespoir. Disons, en dernier ressort. Notre intervention directe pour la résolution de 2 cas types de fonctionnement, de dysfonctionnement. Je vous en remercie et c'est avec plaisir que je m'occuperai personnellement de votre demande. Le cas numéro 1 traduit, vous l'avez dit, l'inaction
volontaire d'un élu, un maire, à appliquer une décision ayant valeur de choses jugées. Qualité et capacité que je n'ai pas moi-même, chef de l'État. Décision confirmée par la plus haute institution judiciaire de l'État. Aucune action de l'administration n'est intervenue, malgré les démarches répétitives et insistantes de l'usager du service public ayant subi ce dol et ce préjudice. Ce cas met en exergue une succession de dysfonctionnements, tous inadmissibles, les uns comme les autres. Le défaut de fonctionnement le plus courant, le plus grave et le plus déterminant me semble être l'inefficacité patente des cadres et mécanismes de gestion globale de ce risque. En effet, au-delà de l'attitude inconvéniente, c'est un euphémisme de l'élu municipal en charge, ce qui est en cause, c'est un cumul de risques institutionnels graves. Risques qui se sont lentement transformés en véritables sinistres sans la moindre réaction collective qui viendrait des systèmes de gestion en place. Toutefois, il me plaît de souligner que le gouvernement a déjà entrepris une série d'actions de nature systémique qui visent à corriger rapidement de telles dérives. À ce titre, des politiques innovatrices sont en cours d'application. Elles visent, entre autres, la construction d'un cadre institutionnel solide, la formation et sensibilisation des personnels du service public sur leurs responsabilités et obligations, la mise en place d'un système d'incitation suffisamment efficace pour accompagner le travail en cours sur les changements requis de comportement et sur l'application stricte des régimes de sanctions en vigueur. Cas 2. Il est symptomatique d'un autre type de dysfonctionnement de l'action publique, notamment le détournement de mission, conduit dans la durée et en totale impunité. Le fait est corroboré ici par l'inaction des autorités publiques qui ont été saisies par vous-même. Vous avez raison, c'est véritablement le signe de dérive grave de notre administration publique. Dérive grave car la foi et la confiance de l'usager en un service public neutre, impartial, juste et équitable, efficace et réactif, ont un impact déterminant sur l'appréciation du citoyen par rapport à la qualité des services livrés et sur la pérennité de l'appui, son appui à lui, à ses politiques publiques. Au-delà de son initiative propre à lui, Ibrahim Boubacar Keïta suggère aussi aux médiateurs de se mettre en rapport avec les ministères chargés des relations avec les institutions pour attaquer de front les différents dysfonctionnements dont sont victimes nos concitoyens. Les attentes des populations sont grandes et légitimes et il urge de les satisfaire. Il y va de la sécurité juridique des populations, a ajouté Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà d'autres aspects de cette cérémonie dans nos éditions de demain et vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie demain après le journal. Nous repartons pour l'Assemblée nationale où le projet de loi rectifiant le budget de finances 2015 a été adopté avec 115 voix pour, 21 contre et 0 abstention. Le nouveau texte accorde une attention particulière à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, mais également au protocole d'accord entre l'UNTM et le gouvernement du Mali. Moïse Traoré, compte rendu. Le vote est précédé par la présentation du rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le document de 43 pages est introduit par la motivation au projet de loi de modification de la loi de finances 2015. Au niveau des dépenses, il s'agit notamment des incidences d'actions à prendre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale et du protocole d'accord conclu avec l'UNTM. Il faut encourager le gouvernement par rapport aux efforts fournis. 4 mois, février, mars, avril, mai, aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, les recettes au niveau de la douane ont augmenté. Au niveau des autres services d'assiette, ça va.
Très sincèrement, nous pensons aujourd'hui, avec 112 milliards au niveau de l'équipement militaire et le paiement des reliquats de 7 milliards, c'est un effort à faire, un effort mouse. Nous pensons aujourd'hui que nous pouvons soutenir les services d'assiette, le ministère des services d'assiette, c'est responsable par rapport à ce qu'il est en train de poser comme acte. C'est le privilège des résultats qui sera désormais mis en avant au niveau de ces administrations. Avec une augmentation de 42%, les recettes passent à 1757 milliards. Le décompte des voix donne 115 voix pour, 21 contre et 0 absent. Le gouvernement a dégradé les conditions du crédit à l'économie par l'augmentation de la taxe sur les activités financières. Des pays ont donné des signes de reprise économique suite à la baisse du prix du pétrole et des conditions financières favorables. Nous avons en tête d'organiser une table ronde, sinon plusieurs tables rondes, pour un potentiel certes réel, mais des ressources d'aujourd'hui qui avaient été suffisamment altérées. Nous avons besoin de la solidarité de tous. Et nous pensons qu'à la suite de la table ronde de Bruxelles, qui avait été un grand succès, et que les enjeux actuels seront mieux perçus par nos partenaires. À l'ouverture de la plénière, le président de l'Assemblée nationale a qualifié d'historique la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale. L'honorable Issaka Sidibé estime que les éventuelles difficultés font partie du surmontable. Oui, l'Assemblée nationale a réagi par rapport au parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Au cours de la plénière d'hier, le président de l'Assemblée nationale a salué cette avancée historique qui, selon lui, permet aux fils de la nation de faire face ensemble aux défis du développement et de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Suivons cette déclaration du président Issaka Sidibé au micro de Daouda Sidiki Diarra. Honorables députés, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous avez été le témoin le 20 juin 2015, comme moi, du parachèvement de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, avec l'apposition de celle du représentant de la CEMA, les autres acteurs ayant signé le 15 mai 2015. Je voudrais saluer cette avancée historique qui permet aux enfants de la nation de faire face ensemble aux défis du développement et de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des groupes armés, le président de la République et le gouvernement, les pays de la médiation avec à leur tête l'Algérie et la communauté internationale pour leur engagement pour la paix à laquelle aspirent légitimement nos populations qui ont trop souffert de cette situation. Je voudrais également vous féliciter, honorables députés, pour le rôle déterminant joué par la représentation nationale dans ce processus. En plus de leur participation au processus d'Alger, comment oublier les missions effectuées sur le terrain dans toutes les régions du Nord? Comment oublier la diplomatie parlementaire active menée dans les pays voisins et sur d'autres continents, de même que dans les forats internationaux pour établir la vérité et mobiliser les énergies pour libérer le nord du Mali du joug des terroristes et parvenir à la conclusion d'un accord de paix. Bien entendu, il faudra s'attendre à des difficultés à certaines étapes de l'application de l'accord, mais il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Aussi, voudrais-je ici et maintenant réaffirmer la totale adhésion et le soutien de la représentation nationale à l'accord de paix. Je formule des vœux en ce mois béni de Ramadan afin qu'Allah le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, puisse accorder la paix, la prospérité et le bonheur au peuple malien. Et puis, les députés en charge des questions de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger étaient face à la presse au centre des échanges avec les journalistes, le contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les trois pays. Les élus envisagent de doter les États de lois permettant au gouvernement de faire face aux menaces sécuritaires. Boubacar Sissoko, compte rendu. Face à la presse, les députés des commissions en charge des questions de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont expliqué qu'ils sont conscients des menaces sécuritaires qui sévissent dans l'espace commun. Pour venir à bout de cette insécurité, ils envisagent des lois pour permettre aux différents gouvernements d'agir efficacement. Notre rôle, c'est d'interpeller l'exécutif face à telle ou telle situation d'insécurité au niveau de nos États respectifs pour qu'ils puissent agir à temps et
quand il arrive à agir, donc je pense que nos États vont connaître une certaine stabilité. Par ailleurs, ils reconnaissent que les défis sécuritaires sont communs. Il faudrait donc doter les 3 États d'instruments législatifs pour faire face aux difficultés, ont-ils indiqué. Nous pourrons mener des missions pour voir ce que l'exécutif a eu à mettre en place comme mission, comme patrouille mixte par exemple entre les différents pays. Cela nous permettra de toucher du doigt et de voir effectivement est-ce que les recommandations qui ont été données pour la mise en place des patrouilles est effective et quelles sont les difficultés que ces patrouilles rencontrent durant l'exécution de ces missions. Cette dynamique enclenchée permettra aux 3 pays de créer un espace sécuritaire au bénéfice des populations et reconnaissent les élus de la nation. Nous avons à cœur la création d'un centre d'études stratégiques qui peut être notre contribution, qui viendra en complément aux forces armées, pas uniquement aux forces armées, mais à tout le gouvernement, à tout l'État malien, pour avoir un cadre d'échange, un cadre de réflexion, pour mesurer, évaluer les risques qui peuvent provenir de contrées lointaines ou de contrées beaucoup plus proches, ou même en notre sein, pouvant avoir des risques directs ou indirects sur notre pays ou notre sous-région. Cette conférence de presse vient à la suite de l'atelier d'échange sur le contrôle démocratique du secteur de la sécurité initié par les NDI. Maintenant, le ministre du domaine de l'État et des Affaires foncières s'est rendu dans la contrée de Ntosamana, une zone située entre Kati et Kita. Sur place, le ministre Bathily a échangé avec les populations sur les difficultés liées aux fonciers. Envoyé spéciaux, Mariam Sagara, à Lukone. À la demande des populations du Tossamana, le ministre Bathily s'est rendu dans 4 villages pour échanger avec les résidents confrontés à d'énormes problèmes fonciers. Vente illicite de terrain, expropriation des champs et profanation des lieux protégés. Le problème qui nous concerne beaucoup même, la femme qui a vraiment fait dire qu'il a 120 hectares ici. Et puis on a un autre champ là-bas. Il y a beaucoup de titres provisoires de là-dessus. C'est plus de 20 titres provisoires. C'est plus de cela. Hein. Dans la famille aussi, il se trahit, il se trahit. Les gens qui vendent les champs, or que les autres ne sont pas au courant. Le ministre Bathily, avec son franc-parler, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a dénoncé les fils du terroir peu scrupuleux qui s'adonnent à cette pratique et ceux qui les laissent faire sans agir. Il ne faut pas parler d'accusation en l'endroit d'une seule personne, mais c'est un comportement qu'il faut constater et un comportement qu'il faut décrier. Au niveau local, il y a plusieurs autorités pour constater tous ces faits. Il y a les maires, il y a l'administration préfectorale, il y a l'administration domaniale. Nous devons tous veiller à ce que les comportements se conforment un peu à la légalité. C'est pas compliqué. Un pays ne peut pas exister en dehors de sa propre légalité. Et qu'il faut injecter une dose de légalité dans tout cela. Je crois que même pour installer des gens et créer des sites d'habitation, il faut respecter les plans d'urbanisme. Un individu ne peut pas décider d'installer des dizaines de personnes. Cette problématique du foncier est effectivement un des axes majeurs du programme gouvernemental du président de la République. La gestion de ces problèmes passe réellement par le bon suivi des services de l'État par rapport à cette gestion et puis et du bon comportement du civisme effectivement des populations victimes. Donc nous demandons à chacun de s'y mettre. Bien sûr, nous en tant qu'Assemblée, et nous verrons à ce que cela soit pour que ces populations soient effectivement à l'aise. Maître Bathily a demandé d'abord aux populations, avant toute décision, de mettre fin à certains comportements qui durent et perdurent actuellement dans nos zones de culture. L'autorité a la charge de sanctionner la violation de ces procédures. Et parfois, si des actes ont sanctionné ces droits de propriété alors que les procédures conduisant à leur création ont été violées, on est en face d'actes inexistants puisque la violation de la loi ne peut conférer aucun droit aux bénéficiaires de cette violation. Du vestibule de Diago à Klamambougou en passant par Manyambougou et Komikomi,
Les chefs de village et leur population ont, après des échanges houleux avec le ministre, promis de suivre le conseil de Maître Bathily qui cherche à les mettre dans leurs droits et de façon légale. La première dame est à Toulouse depuis hier. Ce vendredi, Keïta Aminata Maïga a présidé le lancement d'un projet dénommé Énergie Santerre Mali, basé sur la valorisation de l'énergie solaire au Mali. Une initiative du président de l'Institut Loris Azaro, Jean-Louis Daré, pour accompagner la première dame dans son combat pour la protection de l'environnement et qui compte mettre dans les prochains mois des conteneurs multifonctions. Des conteneurs qui fonctionneront à partir de l'énergie solaire avec des équipements médicaux, notamment pour des urgences médicales et destinés aux populations rurales. Pour marquer le lancement du projet Énergie Santerre Mali, l'Institut Loris Azaro a offert à l'ONG Agir de la Première Dame le premier conteneur Énergie Santerre. Le compte rendu de la cérémonie avec Ndé Sissoko et Dembawan. Le soleil, bien que distant de plusieurs millions de kilomètres de nous, demeure notre plus grande source d'énergie. Une énergie dont ne manque pas notre pays, le Mali, qui bénéficie d'un soleil fort, gratuit et inépuisable pour devenir une nation prospère. C'est une énergie propre dont la valorisation permet de sauvegarder l'environnement. Et c'est la promotion de cette relation énergie solaire, protection de l'environnement qui justifie la présence de la première dame ici à Toulouse sur invitation de l'Institut Loris Azaro pour lancer le projet Énergie Santerre Mali basé sur l'énergie solaire. Ce partenariat est né de la rencontre, il y a quelques mois à Bamako, de deux passionnés par la protection de l'environnement. La première dame, Keïta Aminata Maïga, qui en a fait son combat depuis plusieurs années à travers l'ONG Agir, et le président de l'Institut Loris Azaro, Jean-Louis Daré, qui a fait de la sauvegarde de l'environnement son leitmotiv. L'ambition de la première dame pour le bien-être des populations a séduit Jean-Louis Daré, initiateur du projet, avec comme ambassadeur Fabien Barthez, ancien gardien de l'équipe de France. Je sais, Madame la Première Dame, que vous déployez une énergie considérable au profit de vos compatriotes. Et je suis fier d'être à côté de vous aujourd'hui, du fond du cœur. Je souhaite, avec l'Institut Loris Azaro, vous accompagner tout le temps de ce chemin. Aujourd'hui, nous devons trouver des solutions à l'échelle de la planète pour régler les grands problèmes que sont la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique. Les besoins sont gigantesques. L'Afrique bénéficie d'un ensoleillement quotidien, exceptionnel. Un potentiel en énergie qu'il serait dramatique de ne pas développer. Keïta Aminata Maïga est donc venue souligner la nécessité d'investir dans l'énergie solaire au Mali pour permettre à une plus grande frange de la population d'avoir accès à l'énergie à moindre coût et disponible toute l'année. Pour un pays comme le mien, confronté à la récurrente question de la disponibilité de la distribution de l'électricité, alors qu'il est arrosé toute l'année par le soleil, ce véritable don du ciel, sa multifonctionnalité qui concentre écoles, centres de santé, des échoppes, marchés, services publics, centres de communication Internet, recharge des téléphones, éclairage public, permet de transposer dans le milieu rural toutes les commodités des villes, transportant ainsi véritablement la ville à la campagne. Cette acquisition est d'autant plus utile que nombre de nos femmes perdent souvent la vie en la donnant par manque de centres de santé de proximité. L'absence d'électricité ou son coût élevé favorise le déboisement, dégrade l'environnement. Monsieur le Président, vous devinez alors ma satisfaction à l'idée de trouver, à travers votre prestigieux institut, le partenaire idéal pour coopérer avec nous pour un bon usage de l'énergie solaire dans un pays du Sahel. Satisfaction aussi à l'idée que l'appareil producteur d'électricité solaire contribuera à créer les conditions optimales d'épanouissement des citoyens maliens. Tour à tour, les intervenants ont salué l'engagement de la Première Dame et ont réitéré leur souhait d'être à ses côtés dans cette nouvelle aventure au service du peuple malien et de la protection de l'environnement. Énergie Santerre Mali aura pour mission de produire de l'énergie solaire à partir du Mali pour les Maliens et dans l'avenir pour les populations de la sous-région. Un premier Énergie Santerre qui aura plusieurs fonctions.
Le container est complètement autonome en énergie, c'est-à-dire qu'il produit de l'énergie électrique via les panneaux solaires, un système de recyclage d'eau, ce qui permet avec un apport limité à 200 litres par mois de l'eau qu'on peut trouver dans les sites isolés, de pouvoir faire fonctionner, d'obtenir de l'eau potable pour environ entre 7000 et 9000 visites par mois. Ensuite, on a un ensemble de 3 frigos qui sont à usage de stockage de traitements médicaux et de vaccins pour les campagnes de prévention et de détection. Et en partie arrière, on a un ensemble de 4 frigos qui met à disposition une zone froide, soit à la population locale, soit à la destination de l'unité, s'ils en avaient besoin pour des urgences médicales ou autres. D'apport d'éclairage de nuit et recharge de portables et zone Wi-Fi également sur la partie. On peut également mettre en place des systèmes de réception de télé par satellite pour apporter l'information aussi aux populations. À titre expérimental et pour marquer le début du projet, l'Institut Loris Azaro a offert le premier caisson à l'ONG Agir de la Première Dame en lui remettant les clés. Je me félicite que l'acte inaugural de ce partenariat soit cette remise officielle des clés d'un équipement dénommé Energy Center. L'ONG Agir mène des activités qui agissent de manière transversale sur tous les aspects de la vie et particulièrement la protection de l'environnement, l'assainissement, la santé, l'éducation environnementale et la promotion d'un modèle viable d'établissement humain par l'éducation de la citoyenneté. Monsieur le Président, nous avons les mêmes objectifs qui militent pour une coopération entre votre institut et l'ONG Agir pour l'environnement et la qualité de la vie. Les populations maliennes verront donc en octobre prochain Energy Center Mali s'installer pour booster le potentiel d'énergie solaire encore peu valorisé pour combler le déficit énergétique que connaît notre pays. La France et la Tunisie frappées aujourd'hui par des attentats suicides. En France, c'est un site industriel à proximité de Lyon qui a été attaqué. Un homme est entré sur le site grâce à une voiture et a fait sauter des bonbonnes de gaz. Un corps décapité a été retrouvé à l'entrée de l'usine. En Tunisie, c'est sur la plage de la zone touristique de Sousse que des tirs ont éclaté. Donc ce vendredi, le bilan de l'attaque fait état d'au moins 37 morts dont les étrangers. On fait le point avec Sidiki Dambélé. En France, c'est un site industriel en Isère, à proximité de Lyon, qui a été attaqué. Un homme est entré sur le site grâce à un camion et a fait sauter des bonbonnes de gaz. L'auteur présumé de cette attaque a été déjà identifié et arrêté. Son nom, Yassine Saali. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, marié et père de 3 enfants, originaire de Saint-Priest. Fiché en 2006 pour radicalisation en lien avec la mouvance salafiste, il ne possède pas de casier judiciaire. Il a légèrement été blessé à la tête lors de l'attaque. Sa femme et sa sœur ont également été placées en garde à vue. Sur le site de l'attaque, un corps décapité a été retrouvé à l'entrée de l'usine. L'attaque est survenue peu avant 10 heures. L'entreprise visée est une usine appartenant au groupe américain Air Products, fournisseur de gaz et de produits chimiques à usage industriel. À compter de ce vendredi soir en France, le plan Vigipirate est porté en alerte maximum pendant 3 jours dans la région Rhône-Alpes. En Tunisie, le bilan est beaucoup plus lourd. L'on fait état d'au moins 37 morts, la plupart des touristes belges, britanniques et allemands. L'attaque a été menée par un homme équipé d'une arme automatique. Il a ensuite été abattu par les forces de sécurité. Selon les autorités tunisiennes, il s'agit d'un étudiant tunisien inconnu des services de police. Le pays est en état d'alerte maximale depuis l'attentat contre le musée de Bardo de Tunis en mars dernier. Rappelez-vous, cet attentat avait fait 22 morts et avait été revendiqué par le groupe État islamique. Après l'attentat du 18 mars, le secteur stratégique du tourisme tunisien a enregistré de très mauvais résultats avec un recul sur un an de 25% du nombre de touristes et de 26% des recettes touristiques en devises. Oui,
Sidiki Dambélé, il faut ajouter que le Koweït a également été la cible d'attaques terroristes aujourd'hui. Et puis le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali s'est réjoui de la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger du 15 mai 2015 par le gouvernement de la République du Mali et la plateforme le 20 juin 2015 par la CMA à Bamako. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali félicite le gouvernement du Mali, les groupes armés, l'Algérie et tous les membres de la médiation internationale pour l'immense effort fourni afin de parvenir à cet accord qui est le fruit de plusieurs mois d'intenses discussions à Alger. Nous sommes en hivernage et les pluies sont de plus en plus rares, une situation qui inquiète surtout les paysans. Quelles sont les raisons scientifiques de cette installation tardive de l'hivernage? Notre équipe de reportage conduite par Mamourou Sidibé est allée à Mali Météo et à la CMDT. Voici son reportage. La campagne 2015-2016 s'installe de façon timide sur l'ensemble du territoire par rapport à une année normale. Cette situation provoque beaucoup d'inquiétudes, particulièrement en milieu paysan. La prévision saisonnière qui a été élaborée en fin avril, début mai, indiquait déjà qu'il y aura un retard pendant le mois de mai et de juin. Et donc, par rapport à ça, des conseils pratiques ont été fournis aux usagers, aux acteurs du développement rural et aux acteurs chargés des systèmes d'alerte précoce pour la sécurité alimentaire. Qu'à cela ne tienne, les techniciens nourrissent de l'espoir. Et la mise à jour faite au mois de fin juin indiquait que il y aura une pluviométrie normale et même excédentaire par endroit sur l'ensemble du pays. Le président directeur général de la CMDT reconnaît que ce retard était déjà prévu par les spécialistes. Donc, pas d'inquiétude. Par rapport aux dates de semis, pour le coton, je pense que les paysans peuvent aller jusqu'au 15-20 juillet. Parce que le décalage est comme s'il était décalé. S'il est décalé, il ne faut pas arrêter aux dates habituelles. Habituellement, pour la zone sud du bassin cotonnier, les gens arrêtent déjà au 30 juin. Et cette année, il ne faut pas se fier à ça, comme je le dis. Il y a un décalage. Et ce décalage, il faut en tenir compte et aller jusqu'au 15-20 juillet en semis. Justement, cette situation fera l'objet d'une mission de la CMDT pour informer et sensibiliser les paysans de toutes ces zones sur le décalage du calendrier agricole qu'ils doivent observer. ACAI, autorité administrative politique, aussi bien que les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Goïna, étaient en conclave ce vendredi. Cette première réunion consacre le démarrage effectif des travaux. Compte rendu, Mahamadou Alioubari. Cette première réunion de la commission régionale des CAI se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Goïna, qui est d'une importance capitale dans le développement du potentiel hydroélectrique des États de l'OMVS. La réussite de cet important projet dépend de l'implication de tous les acteurs concernés. L'initiative répond à la façon dont on veut exécuter le plan de gestion environnementale et sociale, parce que le projet hydroélectrique s'installe sur un site où vivent déjà des populations qui sont là-bas depuis très longtemps. Et pour les besoins du projet, certaines d'entre elles vont être déplacées. Leur déplacement va nécessiter une concertation, aussi bien avec ces populations qui vont libérer un site pour des cités d'utilité publique, mais une concertation aussi avec les autres acteurs institutionnels et la société civile qui sont dans la zone du projet pour une bonne exécution. Au cours de cette première réunion, les échanges ont porté essentiellement sur le rôle et les responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre, le chronogramme et l'état d'avancement du projet hydroélectrique de Goïna depuis sa réunion d'information tenue le 22 juillet dernier. Il est attendu au terme de cette rencontre une appropriation des rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PGS, du projet hydroélectrique de Goïna, par chacun des membres de la commission régionale de CAI. La rencontre de CAI consacre donc le démarrage effectif des travaux du projet sur le terrain. Les aliments que vous mangez sont-ils sains? En tout cas, la question est posée. Veillez à la salubrité de votre alimentation. C'est le thème de la journée mondiale de la santé célébrée aujourd'hui dans notre pays. Selon des études, 200 maladies à travers le monde seraient liées à l'insécurité alimentaire due aux bactéries et aux virus. Souleymane Kenza Sidibé, compte rendu.
La journée a rassemblé tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs aux acheteurs en passant par les transformateurs, transformatrices, aux consommateurs et les structures de veille ou de contrôle pour notre santé liée à l'alimentation. Organisée par l'OMS et l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, la journée visait à améliorer la compréhension des risques liés aux aliments, ceux du champ à la consommation, en passant par les conditions de stockage, de transport et de transformation des aliments. Elle a servi de cadre de sensibilisation des acteurs sur l'approche intégrée de la sécurité alimentaire, le contrôle des aliments et sur le rôle des services de l'État pour l'état sain des aliments. Revient que les aliments contaminés sont cause de décès maladies à travers le monde. Les conséquences sanitaires de la consommation des denrées de mauvaise qualité ont été parfois dramatiques dans le monde en général et sur le continent africain en particulier. En effet, selon l'OMS, 700 000 personnes, tout âge confondu, décèdent chaque année en Afrique par suite de diarrhée d'origine hydrique ou alimentaire. L'OMS a édicté 5 règles d'or en matière d'alimentation, dont la propriété et la bonne cuisson des repas. Pour le changement de comportement, la FAO conduit actuellement 2 projets de formation à l'endroit des restaurateurs et restauratrices sur les bonnes pratiques hygiéniques en matière d'alimentation. Pour le représentant du maire de la commune 3, c'est une question cruciale. Il y va de notre vie et c'est pourquoi les aliments doivent être consommés en bon état. Santé, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'USAID pour la période 2015-2019, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique évalue les activités menées. Selon le ministère de la Santé, des résultats encourageants ont été enregistrés dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le paludisme. Écoutons Ousmane Doumbia, secrétaire général du ministère de la Santé. Il est au micro de Fademba Keïta. Au mois de janvier, on s'était retrouvé avec l'équipe USAID pour définir la programmation de 2015. Donc aujourd'hui, l'exercice, c'était d'évaluer le chemin parcouru depuis janvier à maintenant, notamment concernant le premier trimestre de l'année 2015, pour savoir si les objectifs que nous nous sommes fixés, nous sommes en mesure de les atteindre d'ici la fin de l'année. Donc c'était un exercice de revue à mi-parcours pour évaluer le chemin parcouru. Les résultats qui ont été projetés ce matin sont des résultats excellemment intéressants pour notre système sanitaire. Nous avons beaucoup apprécié tout ce qui a été fait pour la santé de la mère et de l'enfant, les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le paludisme et aussi les nouveaux programmes de mobilisation sociale que l'USAID est en train de mettre en œuvre sur le terrain. Donc sur la base de ces résultats, nous avons recommandé que la prochaine fois, la revue puisse nous permettre de savoir aussi quel a été le financement mobilisé au cours de cette étape-là pour que nous puissions nous rassurer que les fonds ont été véritablement mobilisés pour la réalisation des activités. Maintenant, la plus importante des questions qui ont été soulevées, c'est le système d'information sanitaire. Et c'est un élément extrêmement important et ça augure déjà des enjeux qui sont fixés dans le cadre des objectifs du développement durable. Donc le ministère a décidé de mettre en place une commission de réflexion pour analyser les outils qui existent déjà sur le terrain et de voir quelle va être l'intégration que nous allons faire de ces outils-là dans le nouveau système proposé par l'USAID. Autre grand titre de cette édition, les travaux de la première session de la Cour d'assises de Bamako ont pris fin aujourd'hui. Le verdict rendu fait cas de 21 emprisonnements fermes, 14 avec sursis, 11 peines de mort et 23 acquittements. Pour les juges, l'accent doit être mis sur la sensibilisation de la couche juvénile, vu le nombre d'infanticides qui se multiplient. C'est Rabatili, compte rendu. Dernier acte de la Cour d'assises de Bamako pour sa première session 2015. C'est une affaire de détournement de deniers publics. L'intéressé a dérobé 18 millions de francs CFA et s'en est sorti avec 5 ans de prison avec sursis et remboursement des dus plus une amende de 2 500 000 francs CFA, ce qui porte à 14 le nombre d'emprisonnements avec sursis. La Cour d'assises de Bamako a également prononcé 11 peines de mort, 21 emprisonnements fermes, 48 condamnations par contumace,
c'est-à-dire que les intéressés n'étaient pas sur place, et 23 acquittements. Sur les 150 dossiers qui lui étaient donc soumis, la Cour en a jugé 143 et renvoyé 7. Il faut que les Maliens comprennent que si on veut que le Mali ait rang parmi les nations qui portent l'étiquette d'État de droit, il faut que la justice retrouve réellement son rang de troisième pouvoir, au sens propre du terme. C'est pourquoi j'ai dit assez des engueulades des parvenus. Tous ceux qui pensent qu'il faut se fier sur la justice pour faire carrière. Assez. Le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a proposé 2 solutions dans son réquisitoire pour que la justice puisse faire correctement son travail. Première proposition qu'il devait faire, c'est l'exclusion totale du ministre de la Justice et de l'architecture de la chaîne pénale. Pour être conforme aux normes internationales qui sont relatives à l'indépendance de la justice, l'une des formules pourrait être l'article 30 du Code de procédure pénale de France qui dit ceci: le ministre de la Justice conduit la politique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de l'application sur l'ensemble du territoire. Le second changement, c'est la nécessité d'encadrer strictement les constitutions du parti civil. Libre alors aux décideurs d'en tenir compte ou de ne pas tenir compte de ces propositions de réforme, mais qu'ils comprennent que de leur inertie à répondre aux besoins urgents et pressants de la justice, ils répondront devant l'histoire. Le barreau reconnaît des difficultés qui entravent le chemin de la justice. Les avocats ont donc salué ce qu'ils appellent la nouvelle phase de notre justice. À aucun moment, les audiences n'ont été suspendues parce qu'il y a assise. Cette nouvelle phase de notre justice mérite d'être saluée et encouragée. Être juge dans nos pays est difficile, surtout au Mali. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, les juges, c'est le cousin. Les juges, c'est la cousine. Les juges, c'est le camarade de grève. C'est facile d'accuser les juges. Mais celui qui n'a pas péché soit le premier à jeter la pierre. Nous devons renouveler d'efforts afin que les sessions à venir, les affaires puissent être jugées intégralement. Ce résultat sera atteint en veillant au service des citations, tant des accusés, des parties civiles que des témoins, lesquels, dans bien des cas, au cours de la présente session, ont beaucoup fait défaillance. La première session 2015 de la Cour d'assises de Bamako a prononcé des amendes se chiffrant à 56 178 000 francs CFA, les dommages intérêts à 30 600 000 francs CFA et les remboursements ordonnés à plus de 636 millions de francs CFA. 9e jour du Ramadan, le décompte il est bon. Sur le marché, l'offre est abondante. Cependant, les produits sont de plus en plus chers. Une période dure pour les fidèles qui consomment plus en ces mois bénis de Ramadan que d'habitude. Salimata Daou et Tchédje Kamara ont fait le tour de certains marchés de la capitale. Voici le reportage. Ramadan, mois de recueillement et d'abstinence. Depuis le jeudi 18 juin, les musulmans de plusieurs pays, dont ceux du Mali, l'observent, se privant de tout acte contraire à ce 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Cela du lever au coucher du soleil. Pourtant, c'est le mois où les fidèles musulmans consomment le plus d'aliments. Les marchés sont bondés, les prix augmentent et tout se vend bien. Nous vendons ce qui s'achète mieux. La pomme de terre coûte 450 francs et l'oignon 350. Dès l'entame de ce mois, le kilo de viande a augmenté de 10%. On consomme beaucoup de viande pendant le mois de Ramadan. Le kilo valait 2500 francs, mais à cause du Ramadan, il coûte 2750 francs CFA. Le sucre, l'huile, le lait, les légumes, il y en a partout. Et après les achats, il faut les transporter. Ce qui signifie que la saison est aussi ouverte pour ceux qui tirent les pousse-pousse. Ça marche bien pendant le mois de Ramadan. On peut avoir 2500 par jour en ce moment. Mais en temps normal, on n'a pas plus de 1500. Certains produits sont utilisés de façon particulière pendant le mois de Ramadan. Il s'agit des dattes, du citron et du quinquilibre. Ce sont les éléments clés de la rupture du jeûne.
Ils coûtent tous plus cher aujourd'hui sur le marché. Les gens achètent beaucoup les dattes pendant le mois de Ramadan, raison pour laquelle je prends plus de marchandises. Les noirs coûtent 1400 et les blancs 1200. Ça coûte 1000 francs. Et la moitié 500. Pendant le mois de Ramadan, tout est cher. Avant, on avait le sac de citron entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Mais maintenant, on l'achète à 20 000 francs. On vendait ça à 200 ou 400 francs. En ce moment, c'est à 500 francs. Les beignets de mil ouri, appelés ngoumi, vendus habituellement le matin, sont désormais disponibles dans l'après-midi. Certaines personnes en consomment à la rupture du jeûne. Maintenant, je vends 10 à 12 kilos par jour contre 8. De nombreux Maliens appréhendent le mois de Ramadan en raison de la cherté de la vie en ce moment précis. Une révision de la situation fera le bonheur des fidèles musulmans. Oui, le ministre en charge des questions religieuses donc a remis un important lot de vivres à une cinquantaine d'associations. Le coût de l'opération s'élève à 50 millions de francs CFA, compte rendu Aïssata Sadiou Maïga. Ce don est composé de 10 tonnes de mil, 10 tonnes de riz, des bidons d'huile et plusieurs cartons de thé. Les bénéficiaires ont également reçu des enveloppes symboliques des mains du ministre en charge des affaires religieuses et du culte. C'est un acte de solidarité du département des affaires religieuses et du culte par la volonté du président de la République. C'est un monde d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont entendus par Dieu et qui sont dans le besoin. Et c'est une chance que d'avoir un homme d'État qui du piédestal baisse la tête pour regarder le peuple réel et partager avec lui ce qui fait son quotidien. Et donc souhaiter à ce que ses enfants aient de la bouillie, à ce que ses mères aient du riz à cuisiner pour leur famille, à ce que ces religieux puissent partager des festins dans leur mosquée. Cette action qui profite à une cinquantaine d'associations religieuses est une volonté affichée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'accompagner en ce mois béni de Ramadan les fidèles musulmans. Les bénéficiaires très émus ont profité de cette occasion pour remercier les généreux donateurs. Ils ont fait également des bénédictions pour le retour définitif de la paix dans notre pays. C'est un don qu'il a fait pour les orphelins et les associations de la communauté de Calapan. Je le remercie beaucoup. Donc il a fait que chaque année, il fait que la paix revienne au Mali. Quand un musulman reçoit quelque chose, surtout au mois de Carême, nous ne faisons que remercier les donateurs. Et on souhaite que Dieu les accorde le paradis. Et on remercie le président de la République pour avoir pensé à ceux qui ont besoin de ça, surtout pendant ce mois sacré de Carême. Ces dons ainsi acquis permettra sans nul doute aux nombreux bénéficiaires d'aborder le mois de Carême avec beaucoup plus de sérénité. Des concertations sur la résilience pour la gestion des risques liés aux catastrophes organisées par l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako en collaboration avec l'Université de Tulane aux États-Unis. L'objectif est de créer un centre d'excellence en résilience. Compte rendu Isaac Tchenou. Se faire une vision pour un programme approprié en matière de résilience dans notre pays, examiner les ressources existantes et les besoins du programme d'études supérieures, ce sont là des sujets auxquels devront s'intéresser les participants. Une session de concertation qui a réuni plusieurs cadres du Mali et d'ailleurs, comme pour dire que l'USTTB ambitionne de former en fonction des réalités du jour. L'université étant par excellence le lieu où l'intelligence fait appel aux intelligences, ne pouvait pas rester en marge de la prise en compte de cette capacité à rebondir, à offrir un cadre normatif de formation en ressources humaines compétentes et les mettre à la disposition de notre société. Après la création aussi du Centre d'excellence en bioinformatique récemment inauguré sous votre haut patronage, nous sommes sur le chemin de la création de celui du Centre d'excellence en résilience. Aujourd'hui, la question de résilience est d'une importance capitale. Une situation qui a amené les autorités du pays à s'investir quand on sait que le Mali a connu un certain nombre de catastrophes comme les inondations en 2013. C'est vraiment une occasion importante de partager les besoins, les priorités pour assurer que les efforts de ce centre de résilience pour le leadership répondent bien à vos besoins
et aux besoins de la population malienne. En effet, le renforcement des capacités de résilience des communautés vulnérables aux conséquences des catastrophes nécessite des ressources humaines appropriées. Conscient donc de la nécessité d'adapter l'enseignement universitaire aux besoins de la société pour contribuer à résoudre ces problèmes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage la création de tels centres de recherche spécialisés qui contribueront à l'innovation de notre système universitaire. Les travaux permettront aux participants d'être imprégnés d'autres exemples de structures en dehors du pays, comme au Nigeria ou au Sénégal. C'est demain que s'ouvre pour 2 jours à Goundam, dans la région de Tombouctou, le forum intercommunautaire de la paix et de la réconciliation. Une initiative d'un sage de Goundam, Dr Djadji Touré, soutenu par le ministère de la Réconciliation nationale, à laquelle prendront part les 16 communes nomades et sédentaires du cercle de Goundam et plusieurs invités en provenance des cercles de Niafenke, Tombouctou, Goundam. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mahamadou Doumbia, Aliou Touré, Chirfi Moulay, depuis ORTM Tombouctou. La ville de Goundam, dans la région de Tombouctou, se prépare pour le forum intercommunautaire. Population sédentaire et nomade et de nombreuses autres personnalités se retrouvent ainsi sous l'œil vigilant de nos forces armées de sécurité. C'est une très bonne occasion pour davantage mettre en exécution la volonté ferme des populations qui aspirent à la paix, pour qu'elles se parlent, pour qu'elles s'acceptent, pour qu'elles oublient le passé, pour qu'elles se donnent la main, pour vivre ensemble dans la cohésion et faire face à leur développement. Il fut quelques mois, si on nous dit qu'on pouvait organiser ce genre de rencontre, on allait accepter le mettre dans le panier du rêve. Et ça se concrétise aujourd'hui. Et on sent des Goundamiens plus gais, très contents de se retrouver. Et Inch'Allah, ils vont venir de partout, des 16 communes du cercle, pour venir se parler, se compléter, parler de l'avenir du pays, parler de cohésion sociale, parler de pardon, de réconciliation, de développement, des questions de justice. En un mot, contribuer à leur manière à la mise en œuvre de cet accord qui a été signé par tous les fils du pays. Le chef de village, l'imam et autres personnalités de Goundam ont reçu la délégation du ministère de la Réconciliation nationale et autres personnalités venues à Goundam pour ce forum de la plus haute importance pour ces communautés meurtries. À Goundam, nous avons estimé que l'État malien de Ouaga à Alger a joué sa partition. Nous avons pensé aussi que l'armée malienne est en train de gagner. Nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce que concrètement nous pouvons faire en tant qu'autochtones pour apporter nous aussi notre contribution. C'est vraiment dans cette logique-là qu'on a initié ce forum-là. Puisse ce forum de Goundam procurer davantage une vraie réconciliation amorcée depuis la signature des accords pour un Mali un et indivisible et un développement harmonisé. La localité de Diré est également concernée par cette activité. Nous restons à Tombouctou où le Rassemblement pour le Mali a tenu sa conférence régionale. La rencontre a été mise à profit pour expliquer le contenu de l'accord de paix et de réconciliation. Au cours de cette cérémonie, le parti a enregistré de nouvelles adhésions. Compte rendu, Yaya Tandina. Expliquer, sensibiliser et soutenir les accords issus du processus d'Alger. C'est bien l'objectif principal de cette conférence régionale du Rassemblement pour le Mali à Tombouctou. La délégation nationale, venue pour la circonstance, a mis l'accent sur les acquis, la signature du 15 mai à Bamako. La préservation de l'unité nationale, de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de la forme républicaine et de la laïcité de la République. Ceci est un acquis. L'accord signé le 15 mai tire ses ressources dans l'acte fondamental de la République du Mali, notamment la Constitution de 1992. Nous saluons d'abord la tenue de cette conférence régionale ici à Tombouctou. Une rencontre qui a permis d'expliquer les grandes lignes de l'accord à nos militants, mais aussi d'avoir leur soutien afin de restaurer la paix que nous recherchons tous. C'est dans la paix que nous pourrons bâtir un Mali nouveau. Cette conférence régionale a été aussi marquée par de nouvelles adhésions des 5 cercles de la région. Selon le représentant des nouveaux adhérents, ces adhésions constituent un acte politique majeur
et les raisons sont bien évoquées. Notre pays sort d'une crise très grave et ensemble, nous avons estimé que dans l'intérêt de notre pays, il est bon que nous adhérions au Rassemblement pour le Mali. Nous sommes des Maliens. Le Rassemblement pour le Mali est fait pour tous les Maliens. C'est pour ça que nous avons décidé ensemble d'adhérer au Rassemblement pour le Mali. Nous remercions en tout cas Kamel le Tout-Puissant qui aujourd'hui nous a permis de constater, d'apprécier vraiment en tout cas quand même de nombreuses adhésions. Pour nous, ce n'est vraiment pas du tout la fin du monde, ce n'est qu'un début de quelque chose qu'il faut travailler. La présence des partis amis a donné un éclat particulier selon les organisateurs qui se réjouissent aussi de la mobilisation des militants et sympathisants. Nous rejoignons toujours à Gao, lancement des travaux d'entretien routier. Ce sont 1194 km qui seront entretenus pour un montant de près d'1 milliard de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Drissa Kone, compte rendu. Premier coup de lame de démarrage des travaux donnés par le gouverneur de la région et c'est parti pour les travaux d'entretien de 1194 km de route de la 7e région. De 2012 à nos jours, les routes de Gao n'avaient connu aucun entretien majeur, toutes choses qui étaient décriées par les transporteurs et les opérateurs économiques. Tel que élaboré par la direction régionale des routes, approuvé à la réunion annuelle des routes d'octobre 2015, couvre un linéaire de 1194 km, dont 646 km de routes revêtues, soit 54%, et 446 km de routes en terre, soit 46%, pour un montant prévisionnel de 1 154 999 900 francs CFA. Entièrement financés par le budget national, les travaux d'entretien des routes sont une priorité de l'État malien à travers le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Le maître d'ouvrage qui est la Géroute a retenu des entreprises pour l'exécution des travaux dans la région de Gao. Les travaux d'entretien courant de la route nationale numéro 16, Ouani-Gao, seront exécutés par l'entreprise Ndiawa Construction pour un montant de 380 950 000 francs CFA TTC. Les travaux du reste du réseau de la région, c'est-à-dire concernant les RN17, RN18, RN20 et RN43, seront exécutés par l'entreprise Anta Construction pour un montant de 377 673 931 francs CFA. À retenir également que les ponts de Tassiga et Bentia sur l'axe Gao-Labezanga, endommagés par les terroristes en 2013, feront l'objet d'un appel d'offres. Suivre après donc ce journal et magazine sur la visite d'État effectuée par le président de la République à Harare au Zimbabwe du 17 au 19 juin dernier, un magazine réalisé par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Dembawan et Aliou Touré. Et puis les compétitions africaines des clubs ont démarré. Le match Étoile du Sahel et Sousse au stade malien de Bamako est en cours en ce moment. Aux dernières nouvelles, c'est un match où on enregistre 0 but donc partout. Cette rencontre entre dans le cadre de la première journée des phases de poule de la Coupe CAF. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour la grande édition du soir. Vous avez rendez-vous avec Ibrahima Djambélé. Au revoir. Allah bénisse le Mali.